Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Ça se passe dans une île, ça se passe aujourd'hui, au moment où on est là, avec vous, auditeurs de Sud Radio, on parle. Eh bien, la semaine dernière, 10 000 migrants en provenance d'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne ont débarqué sur l'île de Lampedusa. Vous savez, à 100 km de Tunisie, la porte de l'Italie, la porte de l'Europe. Alors, grande réunion avant-hier, effectivement. Ursula von der Leyen était là avec Giorgia Meloni. Voilà le plan de l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait avec les migrants, etc. Comment ça se passe ? Et je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Éric Tegner. Bonjour André. Bonjour Éric, directeur de la rédaction de Livre Noir, qui fait d'excellentes interviews et d'excellentes enquêtes sur tout cela. Et ça fait 6 mois, Éric, que vous sillonnez un tout petit peu la région. Et puis là, vous revenez de 3 jours pleins à Lampedusa. Et on a déjà regardé des vidéos que vous avez publiées, que vous avez diffusées. Et il y a quelque chose d'étonnant, parce qu'on dit d'un côté, effectivement, on entend les ONG qui disent oui, réfugiés de guerre, etc., etc. Et d'un autre côté, on entend les personnes que vous interviewez et qui disent non, attendez, il y a des raisons économiques et on explique pourquoi. Alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous avez vu ? En résumant, évidemment, on est à la radio. Éric Tegner, qu'est-ce que vous avez vu à Lampedusa et qui vous a confirmé dans ce que vous regardez depuis quelques mois ? Oui, exactement. En effet, moi, ça fait 6 mois que j'enquête sur le terrain. Je suis allé en Tunisie où j'ai vu certains de ces migrants, en fait, qui étaient sur le point de partir à Lampedusa. Je suis allé à Ceuta, dans une enclave espagnole au Maroc. J'ai fait toute la route des Balkans. Lesbos aussi, qui a vécu ce que vivait Lampedusa il y a quelques années. Tout ça pour une enquête qui sort dans 10 jours, le 27 septembre, pour le magazine de Livre Noir. Et effectivement, je me suis rendu... on était la première équipe de journalistes français sur place à Lampedusa. Et ce que j'y ai vu était complètement à l'opposé de ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias. J'ai absolument tout filmé sur place, donc tout est sourcé. Et qu'est-ce qu'il nous disait ? Globalement, à 90%, ceux que j'ai interrogés, et je n'ai fait que ça non-stop pendant 72 heures, me disaient « Je fuis la misère dans mon pays. Je viens en Europe pour gagner de l'argent. Mon pays n'est pas en guerre. » Il y avait qui ? Il y avait des Ivoiriens, il y avait des Guinéens, il y avait des Maliens, il y avait des Camerounais. Donc énormément de francophones qui étaient de facto intéressés de venir en France. Oui. J'ai également interviewé un Burkinabé, quelqu'un qui venait du Burkina Faso, et qui me disait très clairement, je viens aussi parce que j'aime le football, etc. Donc il y a toujours ce côté, vraiment pour eux, c'est l'Eldorado, la France, hein, c'est un rêve. Et qui me disait, vous savez, je viens aussi pour les aides sociales. Ça, il y a la vidéo sur les réseaux sociaux. Et il disait... Oui, il disait comme ça, je viens pour les aides sociales. Pour les aides sociales, et au Burkina Faso, on en parle de ces aides à la télévision et sur les réseaux sociaux. Ah, vous voulez dire qu'à la télévision burkinabé, ils en parlent. Oui, en France, ils sont complètement au courant. Et j'en ai parlé justement à ces migrants-là. Ils étaient au courant de tout ça. Et j'ai vu, pour être honnête, à peu près une centaine de Tunisiens seulement, parce que j'entends les responsables européens qui disent que ce sont essentiellement des Tunisiens qui fuient la misère économique qui effectivement existe en ce moment en Tunisie. Mais je suis tombé sur un groupe où ils m'ont dit « Nous ne sommes qu'une centaine ». Globalement, tout le reste, c'était de l'immigration économique, à part quelques Syriens et quelques Afghans. Et moi, il y a quelque chose, à un moment donné, qui m'a en fait choqué, c'est que je me suis rendu, parce que je faisais des allers-retours entre le hotspot, qui était ouvert à la presse, en tout cas l'entrée, et le bateau où justement ces migrants étaient amenés, après avoir été enregistrés. D'où débarquer ces migrants, le bateau. Ils débarquent, ensuite ils vont au hotspot, ils y passent quelques jours, puis ils sont enregistrés et ils sont ramenés à des bateaux de la marine italienne qui les amènent là en Sicile et en Italie pour ensuite les répartir en Europe. Et à ce moment-là, du coup, j'ai interviewé tous ces migrants qui m'expliquaient à nouveau nous venons pour des raisons économiques. Quand je leur demandais d'ailleurs, mais vous savez, il y a également du chômage en France et en Europe. Ils me répondaient oui, mais l'accès au travail est plus facile. Je leur disais mais vous pourrez travailler si vous n'avez pas de papier. Ils me répondaient mais oui, je le pourrais parce que j'ai de la famille là-bas qui me dit que c'est possible et qui me dit que derrière peut-être que je gagnerai ces papiers. C'est intéressant parce qu'en ce moment on parle de la question du possible appel d'air si jamais on légalise ces sans-papiers qui travaillent sur les métiers en zone tendue. Et lorsque j'ai interviewé ces personnes-là, il y a une personne de l'European Union for Asylum, c'est-à-dire en fait un groupe de l'Union européenne, exactement, qui est financé par l'Union européenne, qui s'occupe de l'asile. Et elle vient me voir, cette personne, elle me dit, vous n'avez pas le droit
de filmer les visages de ces migrants. Je dis, mais pourquoi en fait, à un moment donné, moi vous savez, je suis habitué aussi à voir toutes ces vidéos d'SOS Méditerranée où on voit des migrants qui disent nous sommes des réfugiés de guerre, et c'est sur les réseaux sociaux, c'est alimenté, c'est sur le site internet. Donc je lui dis pourquoi. Elle me dit, mais vous savez, ces personnes-là, elles sont en règle générale en train de préparer un dossier de demande de droit d'asile parce qu'elles sont persécutées dans leur pays. Mais je lui dis, mais en fait, non, c'est pas ça qu'ils me disent. Je dis, oui, mais si vos vidéos derrière, ils finissent, ils sont renvoyés par l'ambassade à la Cour notamment nationale du droit d'asile en France, sur laquelle on a enquêté également chez Livre Noir en écoutant énormément d'auditions. Si on envoie ces vidéos-là, leur demande de droit d'asile va être retoquée parce que le juge va leur dire, mais monsieur, à un moment donné, vous me dites que vous êtes réfugié de guerre, alors qu'en fait, quand vous êtes arrivé à Lampedusa, un journaliste, vous lui avez dit que c'était un réfugié économique. Et ça m'a scandalisé parce qu'en fait, ça m'a fait prendre conscience de quoi ? Qu'à chaque fois, on laisse justement le pouvoir médiatique aux ONG, qui sont les premiers à réceptionner les migrants aux frontières européennes. Et qui les briefent à ce moment-là. Qui leur dit, voilà, il faut dire ça, le jour où ils arrivent en France, ils répondent beaucoup moins facilement. Ils vous disent systématiquement qu'ils sont réfugiés de guerre, alors qu'en fait, à Lampedusa, ils étaient ravis de pouvoir me parler. Ils étaient ravis. Et donc, ils expliquaient tout. Et cela, ça ne sortait pas. Et ça ne sortait pas non plus autant sur des médias. Je pense notamment à vos confrères de BFM TV. J'en parle parce que hier, il y a eu justement une échappée un peu entre le journaliste de BFM TV sur place et Nadine Borano. Parce qu'effectivement, journaliste de BFM TV n'expliquait pas ce que j'ai vu. Pourtant, on était à peu près dans le même coin. Dans la même situation. Et qui allait expliquer qu'en fait, non, il y avait beaucoup de réfugiés de guerre. Moi, je ne les ai pas vus, en fait. Ouais. Et il ne disait pas qu'il y avait des réfugiés économiques, tout comme il allait expliquer qu'il y avait énormément de femmes et d'enfants. Il y en avait, je pense à peu près 10%, mais c'était majoritairement des hommes. Des hommes jeunes. Quand vous dites des 10%, c'est-à-dire qu'il y avait 90% d'hommes. 90% étaient des hommes et 90% des gens que j'ai interrogés venaient pour des raisons économiques. Ça, il faut le savoir parce que ça veut dire que quand aujourd'hui Emmanuel Macron, Elisabeth Borne ou certains responsables européens comme Ursula von der Leyen nous disent que c'est notre devoir, eu égard à notre constitution, de les recevoir dans le cadre du droit d'asile parce que ce sont des réfugiés de guerre, c'est un mensonge tout simplement. Lorsque je vois justement une dépêche de l'AFP qui reprend les termes d'un haut commissaire européen qui dit au bout de 6 jours, nous ne sommes pas en mesure de savoir qui sont ces gens. À quel moment, moi, tout seul, j'arrive à le savoir? Vous savez, c'est facile. Vous allez au niveau du hotspot, l'adresse, elle est sur Google Maps, c'est pas caché. Vous allez au niveau du hotspot de Lampedusa, vous vous mettez à l'entrée, vous avez le droit de le faire, et il y a un filtrage, en fait. Vous les voyez passer un par un. Moi, je me positionnais là, j'attendais, et je leur disais, la question, vous venez d'où? Voilà. Et donc, je savais que samedi matin, il y a une arrivée de Camerounais, que la veille, c'était essentiellement des Guinéens, que les premiers à être arrivés, c'était des Tunisiens. Ça, je le sais. Donc, ça veut dire qu'ils le savent, en fait, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens, mais ils le cachent. Parce que je pense, et je l'ai vu, j'ai été surpris aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont laissés dépasser. Et pendant 24 heures, 36 heures, il y a eu toutes ces images qui ont circulé. C'était objectivement le bazar. Et ils ont essayé de reprendre le contrôle et ils ont évacué en espace d'une nuit la moitié du camp sur les terres justement européennes et de la Sicile. Ils les ont évacués où? Ils les ont évacués dans certains ports de Sicile. Le port de Campeone, et ils les ont évacués également dans des ports d'Italie parce que, je l'ai bien senti, ils refusent de faire la même chose qui s'est passé avec l'Ocean Viking, c'est-à-dire une arrivée claire dans un bateau unique sur un port français. Ça marque tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, les gens pensent que ces migrants sont encore à Lampedusa alors qu'il y en a déjà plusieurs centaines à Menton. Dans le même temps, Darmanin dit qu'il ne va pas les accueillir. Qui sont là, donc adoptent le point de vue en disant attention, vous êtes tous réfugiés de guerre. Il y a des avocats, on leur apprend les éléments de langage qu'il faut qu'ils aient. C'est ça. Bien sûr, vous savez, moi dans ce magazine qu'on sort le 27 septembre, il y a 2 enquêtes qui sont intéressantes. La première, c'est celle d'une de mes journalistes qui a passé 3 mois en infiltration comme bénévole au sein d'Utopia 56. Donc elle a participé à un ensemble de formations. Elle était tellement engagée qu'il lui proposait d'ailleurs des promotions, etc. Et on démontre dans cette enquête que justement, ils sont dans cette logique, ils savent très bien que ces réfugiés sont des réfugiés économiques et ils leur disent de toute façon il n'y a qu'avec le droit d'asile qu'ils peuvent passer. Donc il faut leur apprendre ça. Il faut leur apprendre aussi que en fait au niveau de justement de Châtelet, vous pouvez avoir à 10 € une attestation civile. Ils expliquent tout cela. Et de l'autre côté, attendez, au niveau de Châtelet, attestation civile. Il y a des endroits où en fait vous avez Châtelet à Paris, vous voulez dire? Oui, Châtelet à Paris. Vous avez besoin d'un certain nombre de documents pour faire vos demandes, etc. Pour aussi parfois justifier votre âge, pour dire que vous êtes mineur.
mineurs. Et ça, ces documents-là s'achètent à 10 €. Donc ça, on l'expliquera en détail dans cette enquête. Et le deuxième point, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Elle est à Montreuil. Il y a à peu près 48 chambres. Il y a 13 auditions par chambre chaque jour. Donc c'est énorme. C'est complètement saturé. Et donc, mon rédacteur en chef, Jules Laurence, il s'y est rendu. Et dedans, donc en fait, il a auditionné. En disant qu'il était étudiant, parce qu'en fait il bloque ça aux journalistes. Il a écouté un peu tous les récits qui étaient racontés. C'était absolument toujours le même récit, les mêmes types d'avocats qui derrière étaient ravis dans la salle d'attente à les briefer et à leur expliquer c'est bon, ça a bien marché, etc. Et ça, c'est absolument déroutant. La structure langagière, la structure sémantique, absolument la même, uniforme, etc. Mais bien sûr, et c'est un parcours en fait, c'est un parcours. Ils arrivent à un endroit, ils ont le package pour venir et ils connaissent toutes les procédures sur place. Oui, cette mécanique est assez, je ne dirais pas plus que préoccupante. Enfin, en tout cas, elle est tellement démonstrative de ce qui se passe aujourd'hui. Eric Tegner, restez avec nous. On va appeler Charles-Henri Gallois. Bonjour Charles-Henri Gallois. Bonjour André Berkoff. Bonjour, vous êtes président de Génération Frexit et vous avez écrit Les illusions économiques de l'Union européenne. Mais là, on va parler de quelque chose, je vous ai lu sur les réseaux sociaux récemment. Et écoutez ce que disait, juste un mot, écoutez ce que disait ce matin David Lisnard, le maire de Cannes, et qui passait à Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin. Voici ce qu'il disait. En termes de mesures, il faut rétablir la possibilité d'expulser les clandestins, qui a été supprimée fin 2012 de mémoire. Donc rétablir le délit de séjour illégal. Il est évident qu'il faut revoir les conditions du droit du sol. On a commencé à le faire sur Mayotte, mais aujourd'hui, on a un droit qui contredit. Si vous voulez, moi je suis attaché à l'état de droit. Il y a des gens qui disent qu'il faut jeter l'état de droit. L'état de droit, c'est la liberté. Mais l'état de droit, il n'est pas figé, il ne faut pas le fossiliser. L'état de droit, ça ne doit pas être l'impossibilité du droit de l'État d'appliquer des mesures. Donc, ce qui est proposé par voie référendaire pour transcender, pour dépasser, les blocages du droit européen, notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou du Conseil d'État. Alors, oui, référendum, jurisprudence, OQDF, les clandestins, il faut faire des lois, il faut revenir, remigration, etc. Chacun y va de ses propositions. Charles-Henri Gallois, aujourd'hui, et vous avez écouté ce que disait Eric Tegner et ses reportages qu'on peut voir sur Livre Noir, qui sont très parlants en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, des lois de l'Union européenne, soyons extrêmement clairs, aujourd'hui, ils arrivent... Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut vraiment, dans le cas de l'Union européenne tel qu'il s'opère aujourd'hui, et Ursula von der Leyen était encore à Lampedusa, qu'est-ce que vraiment on peut faire sans transgresser les lois ou les dictats de l'Union européenne? Déjà, là, ce qu'il faut dire aux Français, il faut dire les choses. Il faut arrêter, je pense, les Français en ont marre qu'on leur raconte des salades et qu'ils soient pris pour des imbéciles. C'est-à-dire que moi, je suis favorable à l'application des EQTF, je suis bien évidemment favorable à l'expulsion des étrangers délinquants, et favorable d'ailleurs, ces gens-là ne devraient pas être accueillis sur nos côtes, on devrait les renvoyer directement dans les ports d'origine. La problématique qui se pose, c'est à partir du moment où vous êtes dans l'Union européenne et dans l'espace Schengen. Je veux dire, dans l'espace Schengen, ou même d'ailleurs c'est dans les traités de l'Union européenne, l'absence de contrôle aux frontières. Mais vous pouvez expulser demain les étrangers délinquants ou les EQTF, c'est-à-dire qu'ils peuvent revenir du jour au lendemain, sans aucun contrôle, par l'Italie, par la Grèce ou par l'Espagne. C'est pas très compliqué de comprendre que quand on n'a pas de frontière nationale, c'est bien plus facile d'aller en France. Vous avez deux frontières, normalement, si chacun avait ses frontières nationales, pour ce qui est de l'Espagne et de l'Italie, mais pour ce qui est de la Grèce, par exemple, qui est un grand lieu de passage, vous devez passer, si chacun avait ses frontières nationales, par l'Albanie, le Monténégro, vous devez passer également par la Croatie, par la Slovénie, par l'Italie, puis par la France. Donc vous voyez bien que les obstacles sont bien plus nombreux et que là c'est dissuasif. Et il y a d'autres problématiques. C'est bien gentil ce que dit David Lisnard, mais c'est la directive retour de l'Union européenne en fait qui fait que, imaginez bien, quand vous récupérez un immigré illégal en France, vous n'avez pas le droit de l'expulser. Ça doit être volontaire. Ça, vous n'avez pas le droit de l'expulser. Si un immigré illégal arrive en France, on ne peut pas, moi, si autorité française, je ne peux pas l'expulser. C'est ça que vous me dites. Je ne peux pas l'expulser. Donc en réalité, il est complètement illusoire de dire que dans le cadre de l'espace Schengen et de l'Union européenne, on va lutter contre l'immigration illégale. D'ailleurs, Giorgia Meloni, qui avait été élue là-dessus, elle avait fait exactement le même sketch pendant sa campagne. L'immigration illégale a doublé. Depuis qu'elle est là. Et pour ce qui est même de lui, Charles-Henri Gallois, restez avec nous. On a juste une petite pause. Restez avec nous et on est avec Eric Tegner. On continue. C'est quand même très passionnant. Ça concerne absolument tout le monde. C'est le tableau dans lequel nous vivons et nous vivrons.
Et si vous voulez réagir, n'hésitez pas, 0826 300 300 si vous voulez poser une question à Éric Tegner ou Charles-Henri Gallois, 0826 300 300. À tout de suite. Avec Éric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir, avec Charles-Henri Gallois, président Génération Frexit, on parle effectivement de Lampedusa, comme on parlerait de Lesbos, comme on parlerait d'autres points de friction, d'autres hotspots qui sont très hot, hélas. Et Charles-Henri Gallois, juste et très rapidement, malheureusement, on n'a pas tellement de temps, mais on reprendra ces discussions parce qu'elle est capitale, et ce n'est pas seulement une discussion et des mots, ce sont des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Au fond, vous dites, on ne peut pas expulser, on ne peut... Alors, vous dites évidemment, Charles-Henri Gallois, il faut sortir de l'Union européenne. Certes, mais à supposer que ça soit fait, c'est pas demain la veille, est-ce que la France seule, ou en tout cas la France retrouvant sa souveraineté, d'autres pays, peut enrayer ce qui est en train de se passer, sachant qu'encore une fois, comme dit Éric Tegner, les 90% sont des réfugiés économiques et on a tout ce problème. Mais oui, je pense qu'il faut arrêter je veux dire, on se moque des gens. Ces bateaux, ils sont arrivés, il n'y a pas 6000 personnes qui arrivent du jour au lendemain, c'est complètement organisé. Et maintenant, on a des moyens évidemment technologiques, militaires, de satellites, de drones ou autres, pour savoir précisément s'il y a des bateaux ou pas qui traversent la Méditerranée. Donc c'est évidemment, une fois que vous avez repris le contrôle et que vous n'êtes plus soumis aux règles de l'Union européenne, vous pouvez faire ce travail et vous pouvez empêcher les bateaux de venir. C'est exactement d'ailleurs ce que fait l'Australie. Mais là où il faut être honnête, c'est que moi je suis favorable à un référendum sur l'immigration, mais il faut dire les termes. C'est-à-dire qu'un référendum sur l'immigration sans référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est Giorgia Meloni, c'est une trahison, c'est le Karcher sans eau en fait de Nicolas Sarkozy. Si vous voulez le Karcher avec de l'eau, il faut oui un référendum sur l'immigration, mais il faut qu'il soit couplé avec un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, parce que c'est bien gentil le référendum sur l'immigration, mais vous ne pourrez pas appliquer les résultats si vous n'avez pas l'autre référendum en parallèle. Donc c'est tout ce qu'il faut dire. Là, on parle de l'immigration illégale, mais je rappelle aussi quand même que l'immigration légale, c'est énorme. C'est 500 000 personnes en France l'année dernière. C'est une ville comme Toulouse. En 2 ans, c'est une ville comme Marseille. Quel est le premier pourvoyeur? C'est le regroupement familial, qui est lui aussi gravé dans le marbre par une directive de l'Union européenne. Je rappelle que Salvini, quand il était au pouvoir sur l'immigration légale, ça n'a pas bougé, parce qu'on ne peut pas en fait lutter contre les règles de l'Union européenne, parce que le droit vous en empêche. La supériorité du droit européen sur le droit national est inscrite au niveau des juridictions européennes, dans notre constitution et à l'appartenance à l'UE. Et donc c'est toute cette jurisprudence de l'Union européenne qui fait que vous devez vous en extraire. Et j'ajoute que, n'ayant plus notre souveraineté monétaire, si on n'applique pas les règles de l'Union européenne, comme certains préconisent, non seulement il y a des amendes, mais il y a surtout la BCE qui peut vous couper le robinet monétaire. Et on est, avec la Grèce, d'ailleurs. on est au courant aussi les amendes, si vous refusez tel ou tel migrant, telle amende, etc. Oui, avec le pacte. Tout à fait. Alors, Charles-Henri Gallois, merci. Éric Tegner, au fond, sur place, on se dit d'un côté, voilà, sur la méga, le méga paysage, on se dit voilà, on est en fait, c'est Gulliver et Lilliput, on est enserré dans une série de choses. Voilà, en fait, c'est même pas on est pour, on est contre. On a l'impression qu'on ne peut rien faire. Et vous, sur le terrain, vous constatez aussi cela quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un système très organisé. Effectivement, 10 000 personnes qui arrivent en quelques jours. Et puis, enfin, tout le système. Mais au fond, la question qu'on peut se poser, et on se dit, mais alors moi, si je suis africain, donc évidemment que j'ai envie d'aller en Europe. Évidemment que j'ai envie de profiter, mais je comprends aussi. Qui ne comprendrait pas ça? Mais en même temps, combien? 10 millions, 100 millions, 50 millions? C'est quand même assez hallucinant quand tu réfléchis. Mais c'est vrai que moi, avant d'arriver à Lampedusa, j'avais plein d'idées en tête. C'est-à-dire, on écoute ces propositions qui peuvent être faites, l'idée aussi de réformer Schengen ou de dédier Schengen uniquement aux Européens. Quand on y est, on se sent totalement dépassé. Parce que, évidemment que ces migrants étaient très touchants. C'est-à-dire que moi, le premier soir où je suis arrivé, je suis allé au restaurant le soir pour dîner. Et en fait, il y avait plein de jeunes ivoiriens juste devant qui étaient en train de demander tout simplement qu'on leur donne de la nourriture, etc. C'est très difficile. Mais en fait, il y a un aspect qui est important, c'est que la crise, elle est vraiment devant nous. Moi, je vous disais, quand j'étais en Tunisie, en fait, il y en a énormément. Et ce que est en train de faire la Tunisie, c'est qu'ils sont justement en train de dire on en a assez des subsahariens. Donc il y a un accès au travail qui est beaucoup plus difficile. Il y a vraiment un problème presque racial entre clairement, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Clairement, il y a des guerres entre eux. C'est-à-dire que dans le hotspot,
il y avait des guerres entre maghrébins et subsahariens. Ça, c'était réel. Lorsque j'interrogeais les Guinéens, par exemple, avec qui j'ai beaucoup parlé pendant près d'une heure, je leur disais, mais en fait, les Tunisiens, comment ça se passe? Ils disaient, mais ils sont racistes. Tous les Maghrébins sont racistes. Et je leur dis, mais attendez, je croyais que c'était les Européens blancs. Ils disaient, mais non, pas du tout. Et donc, en fait, il faut comprendre que moi, je marche beaucoup Compostelle. Compostelle, ça fonctionne étape par étape. On se ressource, on fait une autre étape. Eh bien, eux, c'est leur chemin de Compostelle. Ils partent d'un pays. Ils vont dans un autre pays, ils travaillent 2-3 mois, ils gagnent de l'argent pour pouvoir payer le passeur suivant, parce qu'ils partent pas avec 20 000 euros. Hein. Non, à ce moment-là, ils font une étape. Tunisie, ils vont traverser avec le passeur, ça coûte 4 à 5 000 dirhams. Et une fois qu'ils arrivent en Europe, il y a Transfer Union, on peut leur envoyer de l'argent, etc. Ça fonctionne absolument comme ça partout. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que effectivement, à partir du moment où la raison pour laquelle ils viennent, c'est une raison économique, en fait, ils vont tous vouloir venir. Et ceux qui viennent aujourd'hui, c'est ceux qui tout simplement ont le plus d'argent, ont le plus de ressources. C'est ce que disait déjà Stephen Smith dans Ruée vers l'Europe. Et ça, c'est important de le souligner. Et j'entendais aussi des responsables politiques qui disaient, mais vous savez, c'est difficile pour ces migrants de quitter leur famille. Ben, pas forcément. Parce que leur famille, souvent, elle est en France. C'est ce qu'il me disait. Il me disait à un moment donné, en fait, ça fait des années qu'il y a la famille. Bien sûr, donc en fait, il revient. On est en train d'assister au transfert d'un continent vers un autre, tout simplement. Et ça, on se sent désarçonné. Et au-delà de toutes les mesures qu'on peut faire, la principale mesure à faire, c'est de leur envoyer un message, qui ne soit pas un message technique, qui soit le message qui dit que s'ils viennent effectivement illégalement, ils finiront par retourner chez eux. Donc ils vont comprendre qu'ils vont devoir travailler pendant 6 mois et traverser le monde pour au final avoir perdu plein d'argent et devoir rentrer chez eux. S'ils comprennent ça, ça va limiter. Bien sûr que ça ne va pas l'arrêter. Ça, c'est une évidence. Mais ça va la limiter très fortement. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. On va parler de tout ça avec vous. Merci Éric Tegner. Merci Charles-Henri Gallois. Je crois que c'est très, très, très important vraiment de voir le réel. Après, chacun fait son choix ou ses choix. Vous dire, évidemment, Carmen de Bizet, l'extraordinaire opéra de Georges Bizet, évidemment, qui se passe dans une fabrique de tabac et avec le beau Matador. Et nous avons un Matador ici, Marc Serrano, bonjour. Bonjour. C'est un torero. Et on parle de quelque chose qui est... Vous savez, j'ai fait beaucoup d'émissions dans ma vie, à la télévision, à la radio. Les seuls moments où j'ai eu pratiquement des bagarres physiques, c'est entre pro-corrida et anti-corrida. Voilà, c'est un sujet extrêmement... je dirais extrêmement, comment on peut dire, vraiment, qui touche à l'émotion, qui touche à tout. Bon, mais là, on n'est pas là pour parler de cela, on n'est pas là pour les pro et anti-corrida. On a fait des émissions là-dessus, et puis chacun a son avis, beaucoup de choses à dire. Mais il y a quelque chose, et vous venez aussi pour ça, Marc Serrano, c'est que vous dites que vous organisez des corridas de bienfaisance, vous et vos amis, et avec les bénéfices, enfin l'argent est destiné aux enfants malades, c'est bien ça? Ça fait combien de temps que vous le faites cette... Alors tout d'abord, je vous remercie de m'inviter, c'est un très grand plaisir d'être ici. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'organise un festival dont les bénéfices vont aux enfants malades, alors à plusieurs associations. Ça a été la Clé sur Montpellier, l'année dernière ça a été le service de pédiatrie d'Arles et 2 associations aussi sur Nîmes. On a pu donner plus de 17 000 euros. Et ça fait 10 ans que chaque année, vous faites ça chaque année? Chaque année, je fais ça, et je peux faire ça grâce à tout le milieu taurin. Parce qu'il faut savoir que le milieu taurin est un milieu généreux. C'est un milieu animaliste et humaniste. Et alors là, vous allez susciter des hurlements d'un côté et des approbations de l'autre, mais c'est bien. Je pèse mes mots et comme je vous disais, je me sens profondément animaliste, puisque nous savons ce qu'est un animal, et plus qu'un éleveur, enfin, plus qu'un torero, un éleveur le sait. Tous les jours, ils sont proches d'eux, on est très conscient de ce qu'ils sont. Mais dans ce cadre-là, on est aussi très humaniste, et je me considère tel, et c'est pour ça que chaque année nous organisons un festival, et je peux l'organiser avec l'aide de tous d'ailleurs. Et vous donnez ça à une association ou à divers hôpitaux? Comment ça se passe? Cette année, donc, si vous me permettez que je rentre un peu plus dans le détail, bien sûr. Donc cette année, ça fait la 2e année qui va se dérouler à Méjeanne, en Camargue,
dans le domaine de Méjeanne, qui est un très beau site. C'est le domaine de Paul Ricard, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Oui, c'est le domaine de Méjeanne qui est un endroit de fête. Et donc, comme je vous le disais, c'est un festival qui peut s'organiser car toute personne du milieu de taurin amène sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire que les éleveurs font cadeau des taureaux, les toreros taurent gratuitement, les banderières, tous les acteurs sont là. Il y a un bon nombre de bénévoles. Tout le monde à titre bénévole. Tout le monde à titre bénévole. Rien n'est payé. Il y a même des donateurs aussi qui permettent de grossir un peu le chèque. Et ce qu'on récolte va toujours à une association pour les enfants et pour les enfants malades. Pour moi, personnellement, je trouve toujours que la maladie est quelque chose d'injuste et je trouve que la maladie infantile l'est encore plus. Évident. Donc cette année, c'est une année un peu particulière puisque on a décidé aussi à travers cette journée de pouvoir fêter la tauromachie française, parce qu'il faut savoir que la tauromachie aujourd'hui est bien française et on a pu le constater cette année avec ce que l'on a connu, le renouveau dans les médias nationaux de la tauromachie qui ont permis cette année de remplir les arènes comme jamais. Et puis il n'y a qu'à voir ce qui se passe à Arles, à Nîmes et un peu partout. Tout à fait, on l'a vécu tout cet été. Béziers, ouais. On l'a vécu tout cet été. Et justement, quand je dis que la tauromachie est française, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'élevage en France de haut niveau et de matadors taureaux de haut niveau. Ça n'a pas diminué, au contraire. Au contraire, ça augmente de plus en plus. En plus, comme je vous le disais, c'est aussi, on est d'autant plus heureux de voir justement l'intérêt du public au niveau national, des nouveaux aficionados suite aux présences dans les médias qui sont venus s'intéresser et qui reviennent aux arènes. Et donc, on a voulu aussi, à travers ce festival caritatif et surtout, je vous dis, la finalité, c'est cette cause, c'est aussi honorer cette année la tauromachie française, et donc c'est un cartel, une affiche 100% française avec des taureaux français. Alors je voulais vous les citer brièvement. C'est la Ganaria Cuyer, Curé de Valder, Del Campo, Jalabert, Pagès Maillan, Tardieu Frère et Saint-Sébastien. Alors on ne peut pas les citer tous, mais je voudrais revenir à ce qui s'est passé quand même au niveau de vos dons, parce qu'il y a eu des problèmes. Alors oui, sur les dons, c'est vrai que souvent ce qui a été un peu dur pour nous, et surtout ce que je trouve dur humainement parlant, c'est-à-dire qu'il y a eu de nombreuses associations ou des services de pédiatrie, j'ai connu ça l'année dernière, qui avaient dit oui, et ils se sont retrouvés harcelés de mails, d'insultes, de menaces par des associations anti-taurines. Ils ont reculé sur l'acceptation du don, ce qui me paraît, comme je vous disais, humainement quelque chose d'incompréhensible, puisqu'on aime ou qu'on n'aime pas la corrida. Je veux dire, à partir de là, empêcher des enfants de recevoir un don, ça me paraît horrible. Moi, comme j'ai toujours l'association qui organise ce festival depuis 10 ans, s'appelle Un taureau pour un rêve d'enfant. Et on l'appelait comme ça parce que c'est grâce aux dons des taureaux, des éleveurs, que justement des enfants peuvent réaliser des rêves. Et je me rappelle, j'ai une très belle histoire là-dessus, un petit enfant qui était en fin de vie, puisqu'il avait une leucémie, et son rêve, c'était de partir en voyage avec les chaînes de traîneau sur un week-end. Et grâce à un festival organisé, on a pu lui offrir ce rêve-là. Et alors, justement, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a par exemple un hôpital qui a dit, moi je veux bien de l'argent, mais je ne veux pas qu'on dise que ça vienne de la tauromachie, de l'association. Oui, malheureusement, ce problème-là, on le retrouve souvent, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui succombent aux pressions des anti-corridas. Alors bon, qu'on soit anti-corrida, soit, mais qu'on laisse les enfants tranquilles et qu'on les laisse profiter d'un bien-être qu'on peut leur apporter. Oui, et puis à partir du moment où la corrida n'est ni interdite, ni rien, ni des comment... Ben, je veux dire, ça fait partie du paysage, alors que certains n'aiment pas et s'en révoltent et le disent, ok. Mais enfin, il faut savoir, si vous voulez, à partir du moment où c'est légal... Je ne vois pas en quoi quelqu'un, au niveau des dons, je reparle de ça, peut dire non, on n'est pas d'accord, c'est quoi, c'est de l'argent sale, c'est quoi, enfin, c'est bizarre. Tout à fait, c'est ce qui nous révolte nous aussi, qui me paraît injuste, comme je vous dis, puisque je crois qu'à
on n'a pas le droit d'empêcher des enfants d'être heureux et de pouvoir priver de quelque chose. Et en plus, c'est privé sans compensation. Parce qu'encore, si on leur disait ne prenez pas cet argent, on va vous en donner. Oui. Je dirais soit, quand bien même. C'est quand la prochaine corrida de bienfaisance? Donc la prochaine corrida, c'est le 22 octobre à Méjeanne, un cartel, comme je vous dis, une affiche 100% française avec plusieurs matadors taureaux de plusieurs générations. S'il sera une fête en famille, il y aura le présent de toutes les écoles taurines françaises, la majorité des éleveurs français, et nous espérons que nous pourrons passer une très belle journée. Le parrain... pour ceux qui veulent participer au don, etc. Ah oui, nous on a des personnes en fait qui viennent participer de manière physique en achetant leur entrée, puisque tout est reversé. Après, on a des personnes qui ne peuvent pas être là, qui font un don direct. Et Ils peuvent le faire où? Sur un site? On a un site, et puis surtout on a une adresse mail, un taureau.rêve d'enfant, et à partir de là, on peut donner. Et puis je remercie aussi notre parrain de la journée, Philippe Cobert, un des plus grands artistes français. Le comédien Philippe Cobert. Et voilà, donc pour nous, c'est un très grand honneur qu'il soit là parmi nous. Écoutez, merci Marc Serrano. Merci à vous de votre invitation et de nous laisser nous exprimer. C'est la moindre des choses. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Restez bien avec nous. Celui que vous allez voir, ce n'est pas, on ne peut pas dire que ce soit véritablement un gentleman, on ne va pas le qualifier. C'est très intéressant parce qu'en tout cas, il a la sincérité des gens qui disent, voilà, moi je fais ça, je profite du système, je profite à fond du système, et comme il est altruiste, pour 300 €, il va vous faire profiter du système. Quel système? Le système français, le système formidablement organisé, là, le poumon d'oxygène, la manne céleste de l'aide sociale à la française. Voilà, nous avons quand même, de ce point de vue, des titres pour nous réjouir. Écoutez, c'est un YouTuber. Alors, il a enlevé la vidéo, là, parce qu'on lui a dit que ça faisait quand même quelques remous. Eh bien, nous, on va vous la faire entendre. Écoutez-la bien, auditeurs résistants de Sud Radio. Ça vous donnera peut-être des idées, ou en tout cas, ça vous permettra de comprendre ce qui se passe vraiment de façon très précise et incarnée dans ce doux et cher pays. Je vous fais une vidéo pour vous dire que je peux vous accompagner pour percevoir l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Si vous avez un handicap, alors moi, il faut savoir que je suis handicapé sur le papier, je vous rassure, je suis en très bonne santé. Alhamdoulilah, je suis en très bonne santé. J'ai mes jambes, je marche, alhamdoulilah, j'ai mes yeux, je vois, alhamdoulilah, je respire. Mais j'ai fait valoir quelque chose, après je ne vais pas rentrer dans le détail parce que mon dossier médical, je le garde privé, mais j'ai fait valoir mon handicap, un handicap invisible, auprès de la MDPH, qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé. Il faut savoir que dans le handicap peut être invisible, notamment en ce qui concerne le handicap psychique. Si jamais tu as fait une dépression, une longue dépression, qui t'a conduit à de nombreuses hospitalisations et qui entrave ta vie sociale et ta vie professionnelle, tu peux faire valoir ton burn-out, ta dépression, au titre du handicap psychique auprès de la MDPH pour percevoir l'AAH. Bien évidemment, il te faudra avoir un bon médecin qui te fera un bon certificat médical qui ira dans ton sens. Tous les médecins ne veulent pas que vous touchiez l'AAH. Certains médecins ne veulent pas vous faire un certificat médical parce qu'ils ne veulent pas que vous viviez au crochet de la société. Mais si tu vas en banlieue, dans les banlieues, il y a des médecins honorables, des médecins qui vont vous faire des certificats médicaux afin que vous puissiez toucher l'AAH. Et aujourd'hui, je vous propose un accompagnement. Je vous aide à toucher l'allocation adulte handicapé, 971 € par mois, sans rien foutre, qui tombe par mois, versé par la caisse d'allocation familiale. Évidemment, je cumule l'AAH avec l'ASS, avec l'allocation de solidarité spécifique, parce que il y a eu une directrice du Pôle emploi qui a essayé de m'arnaquer et je l'ai menacée de l'attaquer au tribunal administratif et elle a versé mon ASS et je cumule l'AAH et l'ASS parce que là, vous voyez, on va lire ensemble, depuis le 1er janvier 2017, il n'est plus possible de toucher à la fois l'AAH et l'ASS qui est attribué aux demandeurs d'emploi et épuisant leurs droits indemnités sur le chômage. Et là, regardez, lisez bien, mais cette mesure ne concerne pas les nouveaux inscrits à Pôle emploi, mais cette mesure ne concerne que les nouveaux inscrits à Pôle emploi après le 31 décembre 2016. Et moi, j'étais inscrit à Pôle emploi avant le 31 décembre 2016. Alhamdoulilah. Car ceux qui cumulaient les deux, regardez, lisez bien, hein, car ceux qui cumulaient les deux allocations avant cette date peuvent continuer à percevoir l'ASS pendant encore 10 ans. Ça veut dire que je perçois le cumul de l'AAH et de l'ASS jusqu'au 31 décembre 2026. Et je perçois le cumul de l'AAH, l'ASS, APL jusqu'au 31 décembre 2026, soit 1800 € net par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser. Vive la France, alhamdoulilah.
Vive la France, vive la France. Voilà, c'est un exemple. Vous voyez, on se disait, mais les gens ne savent plus faire ça, ne savent plus se débrouiller, ne sont plus entrepreneurs, n'ont même plus l'esprit d'entreprise. Mais regardez cet extraordinaire esprit d'entreprise, magnifique. Il regarde, il se dit, qu'est-ce que la France apporte dans son système d'aide sociale? Eh ben, allocation adulte handicapé. J'ai un handicap, il est invisible, mais ça n'a pas d'importance. On peut avoir des handicaps, effectivement, et d'ailleurs, Dieu sait s'il y a des gens qui auront vraiment des handicaps. Oui, mais moi, il est invisible, donc ne vous inquiétez pas, je suis pas sur chaise roulante, j'ai pas de problème, etc. Tout va bien, et eh bien, je touche l'allocation adulte handicapé. Alors évidemment, il faut c'est embêtant, il faut un certificat du médecin, il faut l'accord du médecin. Bon, il y a des médecins qui sont un peu réticents, comme ça. Je sais pas si c'est de la conscience, etc. Mais vous allez en banlieue, voilà, toujours ce que dit Mertel, le youtubeur Mertel, et ben vous, pas de problème, vous l'obtiendrez, voilà. Mais attention, il est très fort, Mertel, il s'arrête pas là. Eh bien, il y a aussi l'allocation de solidarité spécifique. Et oui, et vous pouvez cumuler les deux. Et oui, c'est-à-dire que, voilà, vous n'avez plus envie de travailler, vous n'avez plus envie de voir, et puis d'embêter, etc. Regardez, inventoriez, faites le travail. Alors là, il faut faire le travail de regarder tout ce que le système de l'aide sociale apporte. Et puis, vous vous introduisez dans les trous de la raquette. Vous introduisez dans les interstices, et puis vous y allez. Et ça fait quoi? Eh bien, ça fait 1800 € par mois. Mais ce n'est pas fini. Écoutez, je ne sais pas si elles sont cuites. Vous avez écouté la première partie de Mertel, du youtubeur, qui racontait comment on peut se gagner. Oui, attendez, ça fait 1800 € par mois. Eh ben oui, mais 1800 € par mois. Combien de Français gagnent 1800 € par mois, hein? On pourrait se rappeler les statistiques de ce point de vue-là. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça. Si vous allez écouter, c'est très intéressant ce qu'il dit. Ce que dit Mertel, et ça traduit d'ailleurs un mental que des gens partagent. Après tout, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour enregistrer et pour dire les choses, le miroir qui réfléchit. Écoutez ce que dit Mertel dans la seconde partie de sa vidéo. Bien évidemment, il faut savoir que je peux toucher l'AAH en vivant à l'étranger. Je peux toucher l'AAH en vivant au Japon, en vivant aux Émirats Arabes Unis, au Canada, aux États-Unis. Je vais vous montrer un texte de loi qui va vous permettre de vivre avec l'AAH à l'étranger. C'est parti, je vous partage mon écran. Je vais vous montrer ça. Et bien, c'est ici, regardez. Hop, on va aller. Alors, attendez, je vais bouger ça. Hop, alors, sur le territoire français, les séjours à l'étranger ne doivent pas exister de 3 mois. Et là, il y a une personne qui effectue un séjour, fait un doctorat au Canada, dans une. Et si la directrice de l'acte, probablement le lien est en vidéo là, en bas de la vidéo là, vous avez le lien, 300 €. Je vais vous avoir l'AAH, même si vous êtes en bonne santé. Moi, alhamdoulilah, je suis en bonne santé, je suis pas en fauteuil roulant, je suis pas aveugle, je suis en bonne santé, alhamdoulilah. Grâce à Dieu, je suis en bonne santé, je suis juste handicapé sur le papier, parce que je me suis arrangé avec un médecin, parce que je l'ai manipulé, parce que la manipulation et la persuasion est une science qu'il faut acquérir, cher ami. Et moi, je vais vous aider à toucher l'AAH, à vivre dignement, en touchant des allocations généreuses, sans travailler. Parce que tous ces salariés-là, tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui sont hypocrites, qui baissent leurs pantalons devant leur patron, tous ces crétins de salariés, et bien ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon AAH, elles payent mon allocation adulte handicapé et mon allocation de solidarité spécifique, mon ASS. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. C'est comme ça, c'est Dieu qui donne. Alhamdulillah. Voilà. Et pour 300 €, vous me donnez 300 €, vous allez toucher votre AAH. Je vais vous donner, même si vous êtes en bonne santé, on va trouver une dépression, on va trouver un truc, parce que regarde, le handicap psychique, ça concerne les gens qui n'ont pas d'amis, qui sont space, qui sont bizarres, qui sont chelous, qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui n'ont pas d'amis, qui n'arrivent pas à toucher votre AAH. Voilà. C'était Mertel. Et surtout, je finis cette vidéo, surtout, gratte jusqu'au dernier centime, tu seras toujours gagnant. Gratte jusqu'au dernier centime, tu seras toujours gagnant. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, c'est pas à Mertel que j'en veux. C'est pas à Mertel que j'en veux. Débrouille, il fait. Et c'est pas que je trouve ça beau, hein, ni esthétique, évidemment, ni très gracieux. Mais moi, j'en veux. Et je crois que vous partagez. Vous savez, hein, tous les crétins de salariés qui écoutent, hein, les crétins qui travaillent, qui se lèvent le matin, etc. Hein, tous ces crétins d'hypocrites, ils baissent le pantalon, dit-il, devant leur patron, etc. Mais moi, j'en veux à ceux qui ont instauré ce système, qui laissent ce système perdurer.
C'est là le problème. Le problème, c'est que tout le monde sait que ça existe. Tout le monde sait, en tout cas beaucoup de gens qui ont envie de creuser. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, vous savez, ça fait des milliers d'années que les systèmes vont et viennent et que certains en profitent. Pas très glorieusement, mais ils en profitent. Mais on le sait, ça. Et pourquoi on laisse ces trous dans la raquette? Pourquoi on laisse ces défauts dans la cuirasse? Pourquoi on laisse ces talons d'Achille prospérer? Eh bien, tout simplement par lâcheté, par je m'en foutisme, par négligence, par manque de vertèbres, par électoralisme peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il quand même que ce que disait Mertel, ce que dit Mertel, si ça ne nous interpelle pas, si ça ne dit pas au fond là où le ver est dans le fruit, c'est que le poisson pourrit par la tête. Et franchement, il faudrait vraiment s'en préoccuper. 08 sur Sud Radio, il est l'heure du face-à-face. Nous accueillons aujourd'hui avec André Berkoff Nora Bussini, journaliste, chroniqueuse au point et auteur de ce nouveau livre, Les Nouveaux Inquisiteurs. C'est chez Albin Michel. Bonjour Nora Bussini. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, Nora Bussini, je vais vous dire, Nora Bussini, elle a fait ce que Claude Lévi-Strauss a chez les Normiquara quand il a écrit Triste Tropique. Je vous assure, je ne vous accable pas sous les compliments, mais c'est très intéressant parce qu'elle a fait 3 choses que j'ai pratiqué en mon temps, c'est ce qu'on appelle le mensonge qui dit la vérité. C'est-à-dire que, vous savez, quand on est journaliste, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a les enquêtes, il y a l'éditorial, mais il y a quelque chose d'important. Si vous voulez savoir comment les gens réagissent, il faut se mettre, pas arriver avec son étiquette, je suis journaliste, hein, parce que ils vous diront pas la moitié du quart du cinquième de ce qu'il va, mais vous vous mettez en immersion. En immersion, ça veut dire que vous déguisez en quelque sorte et vous participez. Moi, je l'ai fait pour acheter la ville de Bordeaux. Il y a eu des choses formidables qui ont été faites de ce point de vue dans l'histoire du journalisme. Et Nora Bussini, vous êtes immergé, comme on dit, dans l'univers des woke, de la correctitude, de la cancel culture. Et moi, je suis fasciné parce que vous avez fait un livre d'ailleurs très amusant, en plus ponctué par la psychiatrie. Hein. Il fallait de temps en temps voir M. Rabinovitch pour me dire comment je me sens. Hein. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je continue pas? Et alors, ce qui est formidable, c'est quand même les LGBTQ+. C'est-à-dire, vous donnez tout. Alors, à la fin, il y a le dictionnaire. Un livre que je recommande, mais au fond, Nora Bussini, vous vous êtes dit quoi? Parce que vous écrivez pour Le Point, vous écrivez pour Marianne, je crois. Oui, pour Factuel aussi. Pour Factuel également, exactement. Mais vous vous êtes dit, qu'est-ce qui vous a donné l'idée en disant, bon, pour que je connaisse ce qui se passe dans les nouveaux mouvements du woke, de la cancel et compagnie, il faut que j'y participe, il faut que je nage dans le courant? Alors déjà, je suis une passionnée d'immersion, d'investigation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, alors paradoxalement, c'est grâce à des militants LGBT, des militants féministes, des militantes féministes qui m'ont dit « on n'en peut plus ». Mais je pense que tu ne pourras pas t'en rendre compte sauf en y allant. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en me disant, bah voilà, ils m'envoyaient des événements, ils me disaient, là tu devrais aller à l'âne, nous on peut pas y aller parce qu'on est homosexuellement, on est blanc. Ou on est cisgenre par exemple, ou on n'est pas des femmes, voilà, vas-y, va voir. Et comme j'avais interviewé des militants qui étaient revenus de ces extrêmes, oui. Je me suis dit, ça serait vraiment intéressant à mon tour d'y aller. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'essais qui sortent sur le sujet, qui sont intéressants évidemment, mais je pense que la vérité, on peut la trouver qu'en étant sur le terrain. Alors justement, vous avez dit, ceux qui vous ont écrit, vous encouragez, on n'en peut plus. C'était quoi? Pourquoi ils n'en peuvent plus? Ou elles n'en peuvent plus? Oui, elle... Je dis il ou elle, attendez, excusez-moi. J'ai prononcé il ou elle. Non, il n'y a plus d'hommes et de femmes, il y a des humains. Attention, excusez-moi. Eh ben, ils n'en peuvent plus parce qu'en fait, eux, ils veulent juste militer pour avoir le droit de marcher dans la rue sans se faire agresser. Des femmes qui ne se font pas violer quand elles rentrent du travail, par exemple. Et en fait, on venait à leur dire, ah bah oui, mais toi, tes pronoms, c'est quoi? Si tu ne dis pas, par exemple, tous au lieu de tous et toutes, bah, ça nous embête que tu viennes militer avec nous. Je vous donne des exemples, mais il y en a pléthore dans le genre. Mais alors, attendez, non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Alors, tous, ça veut dire quoi? Parce qu'on ne veut pas dire tous et toutes, on dit tous. Voilà, exactement. C'est ça. On dit celle-eux aussi, pour pas dire celles et ceux. Ça, c'est passionnant. Ouais, non, c'est mais inclusif. On dit quoi? C'est-à-dire qu'en fait, parce que c'est ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est une transformation du vocabulaire dans le vocabulaire le plus quotidien. Exactement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'ai découvert que donc elle et ils sont évidemment dépassés. Il y a Yel, ça on le connaît, mais maintenant non, Yel c'est pas assez inclusif. Il y a d'autres pronoms qui doivent être beaucoup plus neutres. Alors dites, qui sont par exemple AL. AL. Oui, AL, A-E-L. Oui. Il y a UL.
aussi. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Pensée, qui était donc, désolé de le dire, un homme, et qui me disait... Un homme qui s'appelle Pensée, mais c'est formidable. Et qui je vous dis, ça va être extrêmement instructif, cette émission. Oui. Et qui me disait que ses pronoms de mémoire, c'était à elle, parce que il est trop binaire finalement, vu que c'est il et elle. Ah oui, voilà. C'est trop, je dirais, pas assez inclusif, quoi. Exactement, bah oui, bien sûr, oui. Ouais. Mais alors l'idée c'est quoi? C'est-à-dire que, en fait, ce qui est vraiment intéressant, et vous le montrez très bien, il y a un morcellement infini. Ouais. L'idée c'est quoi? C'est un puzzle diffracté complètement, et il se retrouve. Mais alors, il se retrouve autour de quoi? Il se retrouve autour pour eux, de faire le bien, de lutter contre les discriminations, mais finalement, c'est ce qui apparaît dans ce militantisme, cet extrême du progressisme, c'est un morcellement des luttes. Parce que sous prétexte de dire qu'on veut absolument inclure tout le monde, moi j'en suis venue à trier des gens selon leur couleur de peau pour respecter l'inclusivité. Oui, c'est ça. Et vous étiez, puisque vous étiez déguisé en immersion, il y a des gens qui vous disaient, oui, toi t'es blanc, sors d'ici, etc. C'est ça, exactement. C'était à la Pride Radicale en 2022. Il y avait quand même 40 000 personnes, je le répète, c'était pas un petit groupuscule, 40 000 personnes réunies à Paris en 2022. Et moi, j'ai été engagée au service d'ordre de la Pride Radicale et je devais faire... C'était quoi ces 40 000 personnes, rappelez c'est beaucoup de... c'est des militants, des personnes même des personnes qui voulaient juste venir... Il y a eu une manifestation, Oui, c'est ça, c'était la Pride Radicale, exactement. Et en fait, moi, comme j'ai une partie de ma famille qui est marocaine, je devais faire respecter la non-mixité. Ça veut dire que je devais trier les personnes, donc trier les blancs, pour qu'ils aillent à la fin du cortège, pour laisser les personnes dites racisées, comme ils disent, entre elles. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que toi, si tu es pas racisé, t'as rien à faire ici. Oui, c'est ça. Exactement ce qui se passait. Je voyais un blanc, je lui disais, est-ce que tu peux partir, aller dans une autre partie du cortège, s'il te plaît? Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre, comme disait Renaud. Non, mais c'est absolument passionnant parce que ça démontre quelque chose qui est... À la fois, on a envie d'en rire, mais à la fois, c'est très grave. Enfin, je trouve qu'il y a très préoccupant, en tout cas, Nora Bussini. Bien sûr, parce que on va se dire, mais non, c'est un microcosme qui peut s'entre-dévorer, qui s'entre-dévorerait peut-être, ça, j'en doute pas. Toutefois, c'est juste aussi diffus. Parce que, par exemple, je suis retournée à la fac, je suis allée à Saint-Denis, à Paris 8, et j'ai assisté quand même dans une salle de TD à la fac, qui était allouée sur ce créneau-là pour des militants, à une salle interdite aux hommes cisgenres. Ça veut dire qu'on n'avait pas le droit d'entrer dans cette réunion dans la fac si vous étiez, par exemple, vous, un homme cisgenre. Alors, un homme cisgenre, moi, j'ai aucun... Oui, non, mais vous, c'est physique. Très intéressant, c'est très intéressant. On retrouve là... Et ils appellent pas ça la discrimination. Elle est positive, cette discrimination. Oui, bien sûr. Surtout quand même, d'ailleurs, c'est nous, les personnes discriminées. C'est le concept même du wokisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont éveillés aux discriminations. Donc, c'est-à-dire que vous et moi, on n'est pas éveillés. Et déjà, même là, à partir de là, c'est discriminant, je trouve. Oui, c'est très intéressant. On va continuer d'en parler après cette petite pause et peut-être avec nos auditeurs. Oui, merci à tous de nous écouter et on continue d'en parler avec Nora Bussini, journaliste et auteur de ce nouveau livre, Les Nouveaux Inquisiteurs, et puis vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Alors, ces nouveaux inquisiteurs, vous les avez vraiment vus pendant un an et plus, puisque vous l'avez vu pour des journaux, et puis ce livre. Et ce livre est quelque chose, c'est vrai que je disais que on a envie de sourire, mais on a envie de sourire jaune. Parce qu'il y a quelque chose d'assez... Enfin, c'est pas préoccupant ou terrible, je ne sais pas, Nora Bussini, vous allez nous expliquer. C'est mon impression qu'au fond, vous voyez, sans faire de marxisme d'école primaire, le système dit du capitalisme libéral s'accommode non seulement bien, mais adore ça. Parce que ça crée des marchés. Ça crée des marchés spécifiques, ça crée des marchés pour les racisés, on l'a vu dans la publicité. La publicité vous n'en parlez pas directement, mais quand même. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une espèce d'extrémisme de l'identité, mais à un degré où ça se renverse dans une espèce d'extrémisme de la consommation la plus totale et la plus naïve, je dirais, quelque part. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, c'est à peu près ça. C'est vraiment une caricature du progressisme. Et en fait, c'est tellement manichéen que moi, j'en venais à culpabiliser de mes privilèges constamment. Et à me dire, mais en fait, c'est moi la méchante du film, finalement. C'est moi la méchante du film parce que je suis hétérosexuelle, parce que je suis cisgenre. Donc, cisgenre, ça veut dire que je suis née assignée femme à la naissance et que je me sens toujours femme, que je suis quand même blanche. Voilà. Et en fait, je pense que c'est aussi par cette culpabilité que cet extrémisme du progressisme est en train de gonfler. C'est la culpabilité qui est le moteur, quelque part. Oui, j'en suis certaine. La culpabilité qui est le moteur. Parce que je l'ai vécu. Et j'en venais moi-même à me demander ce qui faisait de moi une femme.
Chose que je m'étais jamais posé la question, je m'étais pas posée avant. Mais c'est quand même, je veux dire, est-ce qu'il nie, est-ce que c'est au fond, vous en avez discuté, vous en parlez, est-ce qu'au fond, quand vous leur parlez pas de temps en temps, quand on leur dit la biologie, quand même, utérus, vagin, J.K. Rowling, vous citez J.K. Rowling, là, l'auteur de Harry Potter, ça, ils rejettent, ils disent ça n'existe pas. C'est-à-dire les différences, je dirais, biologiques. Bon, on peut être pour, on peut être contre, enfin, on peut pas dire il n'y a pas à être pour et contre, ça existe. Et ça n'existe pas pour eux. Si ça existe, mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. Parce que par exemple, j'ai rencontré des militants et des militantes qui étaient des personnes trans, opérées ou non, mais qui se sentaient femmes et qui disent qu'ils se sont toujours sentis femmes, mais qui sont nés dans le mauvais corps en fait. Et par conséquent, vous parlez d'utérus, mais les personnes trans vont vous dire que avoir un utérus fait pas forcément de nous une femme ou un homme. Bah oui, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui fait, alors pour eux, qu'est-ce qui fait que, mettons, qu'est-ce qui fait qu'on est une femme ou un homme? Ou alors, attendez, beaucoup peuvent changer. Je peux être femme pendant 2 ans et puis je peux être homme pendant 2 ans. Ah, ça c'est gender fluide, alors c'est se sentir. Voilà, gender fluide, allons dans les catégories. Gender fluide, c'est ça, c'est des personnes qui, je crois, n'entament pas de transition, mais qui vont se sentir soit homme, soit femme, soit rien, soit tout, soit non-binaire par exemple aussi. Et oui, et c'est des personnes qui ne vont pas entamer de processus de transition, prendre des hormones par exemple, pour faire des opérations. Alors oui, c'est ça, et pour garder cette fluidité. Oui, exactement. Est-ce que vous avez rencontré aussi parmi eux, par exemple, est-ce qu'il y a un bonheur d'être effectivement dans la catégorie L ou G ou B ou T ou plus? C'est quoi plus à propos? Je me suis toujours demandé, je le signe plus, ça correspond à quoi? Alors donc il y a LGBTQIA, donc I c'est intersexe, A c'est asexuel, après il peut y avoir agenre, il peut y avoir gender fluide, il peut y avoir non-binaire, il peut y en avoir pléthore d'autres, je saurais pas malheureusement. Ces gens, alors, et les personnes dont vous parlez, est-ce qu'elles se regroupent justement, parce que vous parlez beaucoup des regroupements de toi tu es, et alors ce qui est extraordinaire, parce que vous parlez aussi de que ce soit en télétravail, j'ai dit en télétravail en tout cas, ou télédivertissement, c'est qu'ils se réunissent entre eux, vraiment il faut être catégorisé. Alors en fait c'est ça qui est assez fou, c'est qu'aujourd'hui on assiste à une fracture dans le militantisme, c'est qu'il y a justement beaucoup de militants LGBT lambda qui peuvent être lesbiennes, gays, transgenres, qui en ont marre de ces extrêmes-là et qui, eux, n'ont pas envie d'être catégorisés uniquement parce qu'ils sont homosexuels, par exemple. Et qui, justement, eux, ont envie d'être universalisme, c'est ce que je suis, ça veut dire qu'on parle pour tout le monde et on est avec tout le monde. Et d'autres qui, au contraire, vont dire, ah, bah voilà, nous, on veut se réunir en communauté, on s'identifie par ce que l'on vit, par ce que l'on est. Donc, par exemple, il va y avoir beaucoup de personnes qui sont autodiagnostiquées, c'est-à-dire qui vont dire, moi, je ne crois pas en la psychiatrie, je ne crois pas en la psychologie, je me considère, je sais que je suis, par exemple, autiste, ou que je suis hyperactif, ou que je suis surdoué, par exemple. Je le sais par moi-même, voilà. J'ai pas besoin justement, ils ont. Oui, d'ailleurs, j'ai même vu des pancartes, la psychiatrie, on l'abolit, parce que justement, ils ont eu un rejet profond du médical. Ah oui, sous toutes ses formes? Sur beaucoup de formes, en tout cas, c'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est lié aussi à l'environnement, le côté environnement, écolo et compagnie, ou pas vraiment? Moi, je sais que j'ai vu beaucoup de contradictions dans l'écologie. Alors ça, c'est à toutes les manifestations. J'avais des personnes qui passaient leur temps à me dire qu'ils sont écolo, véganes, mais qui fument et qui jettent leur clope par terre, qui, quand ils ont préparé plein de stickers, de pancartes et tout, déjà les pancartes, c'est derrière des cartons Amazon, donc on se dit contradiction une de plus. Une dernière, j'avais vu, c'est beaucoup de stickers, ils balancent les papiers par terre. Et le pire, c'était à Dijon, après une manif, quand je rentrais le soir de la manif, ils avaient tout saccagé dans les rues, il y avait des tags partout, et ben j'ai vu des personnes qui nettoyaient la ville le soir, et c'était des personnes dites racisées, comme ils disent, et c'est là où je me suis dit, on est au summum du paradoxe, en fait. Oui, c'est ça. Après, on laisse les racisés, les bons travailleurs immigrés venir nettoyer, quoi. Exactement, et sans scrupule, mais par contre, de l'autre côté, on va dire, ah bah bien sûr qu'on les défend et qu'on les soutient. Oui, mais alors, est-ce que c'est pas, quand même, Nora Bussini, au bout du compte et at the end of the day, comme disent les Américains, est-ce que c'est une gigantesque hypocrisie quelque part? Ou est-ce que c'est, je dirais pas, moi je ne vais pas parler de décadence de l'Occident, tout ça, mais on a l'impression vraiment je dirais de quelque part, vraiment en lisant, de poulets à qui on a coupé le cou et qui continuent à aller et à bagnoder. Je ne dis pas tous, je ne vais pas généraliser, mais on a vraiment cette impression d'éparpillement façon puzzle, comme disait l'autre, et c'est quoi
et on se demande... Alors, vous en parlez très bien parce que vous-même, vous êtes comment dire, non seulement immergé, mais vous êtes concerné, quoi. Oui, je me suis sentie concernée, je me suis sentie... donc voilà, comme je disais tout à l'heure, je me demandais ce qui faisait de moi une femme, je me disais que c'était moi qui étais peut-être méchante, qui avait rien compris aux luttes, et qu'est-ce qu'on ne doit pas passer par un extrême pour pouvoir faire avancer les choses. C'était la question que je me suis posée tout le long. Et là où j'ai été frottée à cet extrême, c'est en voyant les mouvements antifa, donc antifascistes, qui sont vraiment intrinsèquement liés à ces militants et progressistes extrémistes, et qui en fait vont les soutenir et qui sont là, eux finalement, je le voyais parce que j'ai été avec eux dans plusieurs manifs. À Dijon, il y avait une manifestation qui était interdite aux hommes cisgenres hétérosexuels, mais je vois débarquer une flopée d'antifa qui sincèrement étaient des hommes. Là, ça se voyait, je veux dire. Eh bien, quand j'arrivais, je vais voir les organisateurs, je leur dis, mais là, vous voyez bien qu'il y a des militants hommes qui sont là, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, ils étaient embêtés, parce qu'en plus, ils avaient l'air assez impressionnant, et c'était, bah oui, mais on peut pas présumer de leur genre, on va pas leur empêcher de partir, ça pourrait être violent pour eux. Et je me suis dit, mais en fait, c'est qu'on va les laisser, eux, s'installer dans ces luttes-là, et c'est eux qui sont là juste concrètement pour pouvoir tout péter, majoritairement, détruire du flic. Et c'est ce qui était le cas à la Pride radicale. Il y avait une haine des forces de l'ordre qui était même criée et scandée dans les rues. Bien sûr. Et c'est intéressant, c'est paradoxe incroyable. Oui. Et cette hypocrisie ambiante quand même, parce que quelque part, on s'en parle juste après une petite pause. Ouais, on continue de parler de ce livre, Les Nouveaux Inquisiteurs, avec Nora Bussini, et puis avec vous aussi, au 0826 300 300, si vous avez une question à notre invité du jour, 0826 300 300. À tout de suite. Nora Bussini, alors, qui est cette population? Quand je dis cette population, évidemment, ils vont me dire comment, vous mélangez tout le monde. Non, mais grosso modo, statut social, est-ce que c'est quand même des fils de la petite bourgeoisie, la bourgeoisie? Est-ce que fils et filles, hein, encore une fois, fils et filles, excusez-moi, je prononce des paroles qu'il ne faut pas prononcer, Yel, voilà, ou Hul, j'adore Hul, c'est très joli. Quelquefois, ça mérite des coups de pied au Hul, mais on n'en parlera pas. Non, simplement... Qu'est-ce que ce sont des gens de quelle génération Alors, on retrouve quand même des jeunes de la génération Z, même s'ils sont beaucoup de la génération Z, on avoir ras-le-bol de ces extrémismes. Ça, je le vois monter. Mais ça peut monter jusqu'à 35 ans à peu près. 35, voire maximum 40 ans. Ce sont des personnes qui ont plutôt qui ont des parents qui peuvent être quand même... plutôt aisés, mais pas forcément trop. Quand vous disiez petite bourgeoisie, il y en a, c'est vrai. C'est des personnes qui font quand même des études, mais qui peuvent être des étudiants même tout de même précaires. Vraiment, les milieux sociaux sont variés, et surtout, c'est pas du tout un phénomène parisien. C'est tout à fait faux. J'ai fait exprès d'aller à Dijon, d'aller à Rennes, d'aller dans d'autres villes. Parce qu'on croit que c'est un phénomène parisien. Et c'est ce que je voulais absolument pas qu'on croie avec le livre, et c'est pour ça que j'ai voulu aller dans plusieurs autres villes de France pour discuter, même avec des militants qui, eux, nous disaient, voilà, moi je suis militant en région au Mans, et il y a des choses que je remarque alors que moi-même je suis militant et LGBT. Et je voulais montrer que ça ne touchait pas un phénomène parisien. Oui, parisien, oui, absolument. Et ces manifestations, etc., quand vous étiez en manifestation, puisque ça allait très très souvent, les gens, il y avait beaucoup de gens qui regardaient. Est-ce que les gens sur les trottoirs, voilà, toujours sur les paliers, comment ils réagissaient? Comment vous les avez sentis? Alors à Dijon, je sais qu'ils en avaient marre, parce que vraiment c'était un joyeux bazar. En fait, ce jour-là, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin, était présent à Dijon. Et alors c'était l'halali pour ces militants et militantes, parce que pour eux c'était le summum de l'affront. Donc en fait, ils ne passaient leur temps qu'à scander des chants anti Gérald Darmanin, mais très très violents. Et donc du coup, leur but c'était vraiment de tout taguer et de se faire le maximum remarquer. Et les Dijonnais en avaient marre. A contrario, à Paris, par exemple, il y avait beaucoup de spectateurs qui regardaient de manière attendrie. Et d'ailleurs, j'ai une de mes amies, Leïla, qui a été témoin d'une scène où il y a eu un militant qui a insulté très copieusement une petite vieille dame qui regardait la scène en lui disant que c'était qu'une sale vieille blanche de merde. Ah, carrément. Oui, pardonnez-moi des termes, mais voilà. Et elle l'a dit devant. Et alors, Leïla n'était pas seule. Ils sont plusieurs, parce qu'elle était accompagnée, qui ont entendu cette insulte. Avec cette vieille dame, elle regardait gentiment. Elle trouvait ça plutôt sympa.
il y avait de la musique, des gens qui dansaient, rien de plus, rien de plus dur que ça. Sûr. Non, mais c'est ça, c'est cette espèce d'extrémisme verbal qui cache effectivement, je ne sais pas ce que ça cache, mais c'est assez dingue parce que il y a beaucoup de slogans d'ailleurs intéressants. Oui. Hein. Il y a des inventions. Hein. Ouais, puis il y a des choses vraiment originales. Là, je peux pas le dire. Il y a des choses marrantes. Dites-le. Ah non, mais je peux pas leur dire je peux pas leur reprocher de pas être originaux parce qu'ils sont assez créatifs quand même. C'est vrai. Les pancartes sont jolies, sont colorées, les messages sont forts, sont repris. Vrai. Je reprendrai pas, je laisserai les gens le découvrir dans mon livre sur Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais ils étaient assez créatifs à son sujet en tout cas. Oui, c'est vrai. En général, Darmanin provoque des réactions très créatives. Ah oui, j'étais assez impressionnée. Et dites-moi, au bout du voyage, parce que vous finissez avec votre psychiatre, avec Rabinovitch, et vous dites bon, peut-être qu'on va passer à autre chose, vous dit-il, et vous dites bon, on verra, si vous allez passer. Et vous allez passer à autre chose ? Je pense que ça va être plus compliqué que ça parce que justement, avant même que le livre soit sorti, je me suis pris une vague de cyberharcèlement mais monstrueuse et tout de même inattendue parce que je pense que j'étais trop naïve. J'assistais à tellement de rencontres de militants qui dénonçaient le cyberharcèlement, surtout envers les femmes. Je me suis dit mais c'est dingue, ils vont pas le faire à moi aussi. Donc du coup là pour le moment c'est un peu compliqué de passer à autre chose puis je suis en promo. Quel genre de cyberharcèlement ? C'était des messages d'insultes, de menaces, de violences à peu près. J'en avais. Quand on a su que vous faisiez un livre, que votre livre allait sortir. Oui, tout le temps. Traîtresse, voilà. Alors j'ai bon. tout eu, facho, transphobe, homophobe, islamophobe, tout ce qui était possible d'être homophobe et je l'avais. Et en plus, beaucoup de menaces aussi en privé, dans les notifications. C'était assez costaud. Et vous êtes demandé, oui, effectivement, parce que il y avait des risques. Oui, bien sûr. Ça, je fais un petit peu gaffe. J'hésite pour l'instant à faire des rencontres en librairie. Mais dites-moi, Nora Bussini, juste un mot. Comment se traduit, parce que vous en parlez un peu, mais il y a quand même quelque chose qui est très antinomique par rapport, par exemple, à l'islamisme radical, l'islamisme et les LGBT. Parce que effectivement, et d'ailleurs c'est vrai aussi chez l'espace de la religion juive, l'homosexualité est très très mal vécue par certaines religions. Est-ce qu'on le sent dans les milieux? Comment il concilie le racisé avec des gens qui certains ne sont pas du tout d'accord, c'est le moins que l'on puisse dire, avec les tendances trans et autres. Alors il y avait beaucoup de militants qui sont de confession musulmane aussi, c'était beaucoup de femmes qui le sont, donc du coup elles dénoncent une islamophobie, mais elles disent en tout cas qu'elles sont elles aussi LGBT. Je trouve en fait qu'il y a quand même une sorte de tabou à mêler. Alors on va dénoncer toujours l'islamophobie, l'antisémitisme c'est un peu plus compliqué. Par exemple, nous ils ont débattu du fait est-ce qu'on trie les juifs comme privilégiés ou pas à la Pride radicale, c'était le grand débat. Justement ils ont tranché en disant, il y a des précédents, ils se posaient la question où est-ce qu'on les trie, voilà quand même, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est de dire on n'en parle pas trop de religion, de ce que la religion peut penser des personnes LGBT. Juste avant qu'on prenne les auditeurs, Nora Bussini, moi ça m'a frappé dans votre livre parce que vous revenez là-dessus et vous avez raison. On trie les gens. Oui, bien sûr qu'on trie les gens. J'ai trié des gens. Vous avez trié J'ai trié des gens. Mais vous l'avez fait pour les besoins de la cause. Oui, évidemment. Et votre livre. Mais vous n'êtes pas senti un peu mal ? C'est là où je me suis dit qu'il y a un switch. C'est que je me suis sentie devenir cette autre personne. Quand j'ai eu un militant dit racisé qui m'a dit « Mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de demander à mon compagnon de partir parce qu'il est blanc, mais vous êtes folle. » Et en fait, c'était un couple gay. Oui, c'était un couple gay, et donc dit mixte, parce que l'un était maghrébin et l'autre blanc. Il a dit mais nous on veut juste avoir le droit de marcher dans la rue et vous nous demandez de trier mon mari et moi que je parte. Et en fait moi je me suis sentie devenir cette autre personne et ça m'énervait en fait qu'ils obéissent pas, et ça m'énervait, c'est même pire quand les blancs n'étaient pas dociles. Bon, ils l'étaient majoritairement quand même. Ils étaient très obéissants, les blancs. C'est terrible, vraiment. Et c'est pour ça que moi, c'est vraiment la chose qui m'a le plus choquée, c'est de trier des gens selon leur couleur de peau et soi-disant pour lutter contre les discriminations. Oui, c'est hallucinant. C'est vrai quand on regarde ça. Mais oui, c'est vraiment. Nous, on est antiracistes, antidiscriminants, mais attention, vous là, quoi. Tout à fait. Esteban, je crois qu'on a des auditeurs. Oui, nous avons Philippe qui a composé le 0826 300 300 qui nous appelle de Caen dans le Calvados. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe.
Bonjour André. Bonjour Madame Bussini. Bonjour. André, vous avez répondu un petit peu, enfin Madame Bussini vous a répondu. Moi c'est ça. Le profil un peu social des personnes, pour moi en tout cas, je pense, c'est plus des milieux privilégiés, cadres sup, bourgeois, grande bourgeoisie. Moi j'en démords pas. Après, les minorités à protéger, pour actuellement, c'est plutôt les minorités homosexuelles. Après, la racialisation, il y a plus un mélange, on va dire, plus profond et plus grave. Alors, Madame Bussini, juste dans le terme, comment exprimer, je dirais, son désarroi, à savoir le 15 du mois, mon frigidaire est vide, ou, on pourrait dire, mon réfrigérateur de froid fonctionne, mais il est vide. Ouais. Ça me paraît intéressant et je pense que là, les gens, il va falloir qu'ils se bougent aussi. On se retrouve tous à se mobiliser dans les carrefours de circulation pour manifester. Oui, Où on dira, on se mobilise tous ou tous au rond-point à multiples sens de circulation pour défaire ce gouvernement. Et voilà. Oui, non, je comprends, je vois très bien ce que vous voulez dire, Philippe. En fait, je veux dire, il y a deux sujets là-dedans. Effectivement, il y a le problème économique, et les problèmes économiques, on les connaît, et beaucoup de Français, de plus en plus, les connaissent. Le problème est de savoir si, quand ils iront manifester, est-ce qu'ils vont manifester en couloir ou ensemble. Et là, c'est l'universalisme, pour moi, la réponse, justement. Parce que, voilà, dire qu'une personne blanche, un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel est privilégié de fait, c'est problématique, parce qu'on parlait tout à l'heure en coulisses des agriculteurs, par exemple en Bretagne, il y en a beaucoup qui financièrement ont du mal à tenir, qui en viennent même à se suicider, mais qui, sur la grille de lecture de ces militants extrémistes, sont privilégiés parce que blancs. Ouais, c'est ça qui est quand même, et qui ne voit pas ça, est quand même extrêmement préoccupant. Merci Philippe. Je crois que nous avons nous avons Joséphine. Nous avons Joséphine qui nous appelle de Suisse, puisque vous savez, vous pouvez nous regarder sur le YouTube ou sur le Facebook. Bien sûr. Joséphine qui nous appelle de Genève. Bonjour Joséphine. Bonjour Joséphine. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour Nora Bussini. Voilà, je vous écoute depuis le début de votre émission sur ce sujet. Et il y a une question qui m'est venue comme ça, simplement. Je me suis dit, tiens, ok, avec tous les genres, toutes les possibilités qu'on se choisisse les uns les autres sur des principes qui ressemblent un peu à des sortes de stigmates, en fait. La question m'est venue, je me suis dit, tiens, quelle éducation et comment surtout, comment ces personnes vont se choisir entre elles, par exemple, si elles ont envie de créer une famille, avoir des enfants, quelle serait l'éducation de l'enfant? Est-ce qu'il y a un choix réel sur le sexe? Comment on procrée un genre, ou quelle sera la suite à donner et quel choix surtout? Comment on va se choisir et comment va-t-on procéder? Ouais, bonne question Joséphine, effectivement, l'éducation, les enfants. C'est une très bonne question. Alors il y a quand même beaucoup de militants qui n'ont pas envie de faire d'enfants, qui sont, on appelle child free. Est-ce qu'ils sont la majorité? Non, c'est pas la majorité. Il y a beaucoup de gens qui vont child dire, free, on veut pas c'est ça. Il y a aussi beaucoup de militants qui vont dire, moi j'avais déjà discuté avec certains qui disaient, moi mon enfant choisira son genre. Et justement c'est pour ça qu'on voyait par exemple que les fêtes de naissance où on va organiser le fait de voir est-ce que c'est un garçon ou une fille, on fait péter un ballon et si c'est bleu c'est un garçon, si c'est une fille c'est rose. Et justement c'est considéré comme violent parce que c'est à l'enfant de décider du genre qu'il aura à l'âge où il le voudra. Donc il y a même des enfants qui sont genrés au neutre pour pas présumer de leur genre. Et à l'âge, il le voudra, encore autre problème. À quel âge un enfant décide de son sexe? C'est quand même assez préoccupant, ça aussi. Merci Joséphine. On va continuer de prendre vos réactions. Merci beaucoup de votre réponse, merci. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt très souvent. Merci beaucoup Joséphine. On aura Arnaud du Val-de-Marne après la courte pause et puis on continue cet échange passionnant avec Nora Bussini pour ce livre Les Nouveaux Inquisiteurs. A tout de suite sur Sud Radio. Bonjour Arnaud. Bonjour André, bonjour à votre invité. Merci Monsieur Berkoff de faire 2 heures sur Sud Radio. Ça fait plaisir de vous revoir après cette interruption estivale. Moi, je voulais intervenir. J'ai pas de questions. Je voulais parler un peu de mon cas personnel, mais très légèrement. Je suis concerné par les mouvements LGBT puisque j'ai un enfant qui a fait une opération irréparable qui est de devenir fille. Mais c'est pas là-dessus que je voulais intervenir. Je vais pas parler juste quel âge, pardon, votre enfant? À quel âge? Presque 24 ans, donc 23 et demi. Il a ce qui rejoint complètement ce que dit votre invité.
concernant la tranche d'âge un petit peu par lesquelles ces gens-là font valoir le mouvement LGBT, puisque je crois qu'elle a dit que c'était à peu près jusqu'à 35 ans. C'est ça, oui. Et non, on est en plein là-dedans. Bon, je pense que ces mouvements-là sont des mouvements de déstabilisation de la société, que l'on constate également par d'autres biais, cette déstabilisation. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur Berkoff, de ce fameux youtubeur qui a fait la promotion d'utiliser le système français pour faire valoir et avoir touché des allocations, quel que soit l'endroit dans le monde. Et vous avez clairement dit que vous en vouliez aux gens qui laissaient faire ces choses-là. Moi, je pense que ces gens-là en tirent profit. Ils en tirent profit politiquement, ils en tirent profit également financièrement. Les mouvements LGBT sont des mouvements que j'assimilerais, si vous voulez, un petit peu à des mouvements tels que Mai 68. Mai 68, c'est un mouvement de déstabilisation de la France et du général de Gaulle. Je pense qu'aujourd'hui, ces mouvements-là sont également dans ce sens-là, et ils s'adressent à des gens qui sont un petit peu, si vous voulez, psychologiquement faibles, ce qui était, je crois, le cas de mon enfant. Mais voilà, c'est juste en restant en surface. C'est juste pour rester en surface. Et vous voyez bien que ces mouvements de déstabilisation rejoignent également, puisqu'en ce moment on parle beaucoup de Lampedusa, des migrants qu'il y a à Lampedusa, qui sont des mouvements, qui sont si vous voulez, c'est une affaire qui déstabilise tout le monde. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, je crois pas. Vous avez raison, c'est pas la même chose. Mais ça rentre exactement dans le même objectif, qui est une déstabilisation de la société française, mais également occidentale, puisque vous avez par exemple derrière, il faut quand même le savoir, vous avez l'Union européenne qui favorise les mouvements LGBT et l'Union européenne qui est pour l'arrivée de migrants en Europe, en Italie et en France. Donc on voit bien qu'il y a une déstabilisation voulue et on est dans les injonctions paradoxales complètement. Alors, Arnaud, j'ai bien. Alors, c'est intéressant, et vous avez tout à fait votre opinion. Nora, est-ce qu'il y a un problème effectivement occidental dans cette histoire? Alors moi, déjà, je voudrais juste dire merci pour votre témoignage, pour votre retour. J'aimerais toutefois apporter quand même une nuance. Je pense que c'est pas, et je l'ai constaté, c'est pas parce qu'on est LGBT qu'on est dit woke. Déjà, c'est pas parce qu'on est LGBT qu'on est militant. Aussi, c'est important de le dire. Et je pense pas qu'on soit forcément extrémiste. Vous voulez dire, on peut être LGBT et apolitique complet. Non, mais tout à fait, on peut être LGBT et ne pas vouloir ne pas vouloir même déjà le dire. Et c'est pas parce qu'on est LGBT qu'on est woke, et que c'est parce qu'on est LGBT qu'on va déstabiliser forcément l'Occident. Je pense aussi que c'est. Non, est-ce qu'il n'y a pas? Alors moi, je voulais juste un mot, parce qu'on a nuancé un tout petit peu peut-être le propos d'Arnaud. Évidemment, on peut pas amalgamer tout et mettre tout en même temps, mais il y a, je dirais, une crise occidentale, non pas morale, enfin il ne s'agit pas de juger, mais effectivement, on a l'impression que face au monde et ce qui se passe en ce moment, au basculement du monde, on a l'impression que les gens dont vous parlez dans votre livre, et c'est intéressant, vraiment ne savent pas où ils habitent. Ou alors ils savent où ils habitent, mais ils habitent dans des tout petits igloos et ils ne se rendent pas compte que le monde aujourd'hui change autour d'eux. Enfin, c'est l'impression, vous allez me corriger si c'est pas ça, Nora, et qu'au fond, il y a des basculements du monde énormes, et eux, bon, ça les concerne pas, ça les intéresse pas, mais ils s'accrochent, au lieu de s'accrocher à des maisons peut-être un peu plus grandes, à des petites chambres, à des petites cahutes, à même à peut-être les toilettes ou la chambre à coucher ou la cuisine, et on en reste là, et le monde c'est ça. Est-ce que c'est ça que vous avez senti dans votre... Est-ce qu'il y a je dirais des milliers d'igloos de tantes quechua, morales, sexuelles ou autres, qui sont là et qui chacun vivent un peu dans leur coin? C'est une très belle métaphore, très bien décrite. En fait, c'est à peu près l'idée, c'est vraiment un côté communautaire. C'est que justement, c'est une multiplication d'individus qui doit chacune être prise en compte individuellement, et ça s'oppose tout à fait à l'universalisme, qui est de dire, bah voilà, comment on hiérarchise des gens selon beaucoup de choses, qu'on va vouloir les déconstruire et les segmenter, effectivement, donc ça s'oppose, et ça va avec cette métaphore d'igloo. Alors eux vont vous dire justement qu'ils sont très conscients du monde autour, ils vont beaucoup parler d'écologie justement. J'entends, c'est très louable. Toutefois, j'ai constaté dans les faits que je ne vois pas beaucoup d'effets, d'engagement sur l'écologie, justement, dans les manifestations. Vous l'avez décrit, les manifestations, qui nettoient les poubelles et qui nettoient les ordures après. Exactement. On a peut-être... Merci Arnaud pour votre intervention. Merci. On a Sandrine qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour Sandrine.
Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Moi, j'ai juste 2 questions. Alors, faire un petit peu l'auditeur là, préciser le mal-être. J'ai la sensation que ce sont des jeunes qui sont mal, même si ils savent pas, où c'est qu'ils sont. Et ce mal-être qu'ils ont, ils veulent le déverser un peu à tout le monde et à d'autres jeunes qui sont très bien, malheureusement, si vous parlez quand même de l'autre côté. Et après, je trouve qu'on se calque trop aux États-Unis. Voilà. La France reste la France et les États-Unis, c'est autre chose. Alors ce problème, moi j'ai un ami que je connais très bien qui est enseignant, qui a travaillé beaucoup aux États-Unis, où il disait qu'il y avait des quartiers, et quand il me raconte ça et quand il voit ce qui se passe en France, il me dit on est à l'image de ce qui se voilà, avec beaucoup de retard comme aux États-Unis. Et moi je voulais savoir s'il n'existait pas une autre association, même s'il faut la monter nous, de gens de dire écoute, nous on est un être, une personne, on est né. Alors moi je suis blanche, noire, jaune, peu importe. Et à un moment donné, les publicitaires ou les médias font comprendre qu'à un moment donné, on est plus fort que ce conflit ou cette minorité de gens qui, quelque part, polluent en fait la société, ou essayent de polluer ou de polluer leur message. Voilà. D'accord. C'est très, très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le parallèle avec les États-Unis. Et alors, oui, il existe des associations, moi j'en connais, donc voilà, c'est vraiment des associations qui se disent universalistes, qui se disent aussi laïques, et qui justement se fichent de savoir. Moi, c'était fou parce que quand je les ai rencontrés, ces militants, qui sont LGBT, mais pas forcément. Je leur ai dit directement, texto par réflexe, mais par contre, moi, je suis hétérosexuelle. Est-ce que je peux quand même discuter avec vous ? Et en fait, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais pourquoi tu me poses même cette question ? En fait, on s'en fout que tu sois hétérosexuel ou que tu sois homosexuel. Si tu as envie de rester avec nous et qu'on discute et qu'on échange, mais tu es la bienvenue. Et c'est ça, l'universalisme, ça s'oppose justement à tous ces mouvements extrémistes, comme justement l'intersectionnalité. Alors ça sera un autre débat beaucoup plus long. En tout cas, voilà. Non, c'est Merci clair. beaucoup. C'est toujours. Merci. Oui, merci Sandrine, merci. Non, mais c'est toujours l'histoire de l'universalisme, Non, mais ce qui est extraordinaire aujourd'hui, et heureusement, moi, je suis plutôt optimiste. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que discuter ? Qu'est-ce que c'est ? Montaigne disait se frotter le cerveau. On se frotte les cerveaux. On polie sa pierre brute. Voilà, on polie sa pierre brute. Et puis je vais dire, c'est ça qui est intéressant, moi. C'est égal, vous voulez prendre l'étiquette que vous voulez, vous la prenez. Mais si on peut pas discuter, c'est justement, on revient à l'autisme ou quelque chose qui est fermé, on ne peut plus en parler. Mais, alors, Nora Bussini, the last question, comme disent les Français. Au fond, vous sortez de là plutôt en disant bon, c'est quelque chose qui est là et c'est quelque chose qui restera là ou qui va évoluer, ou c'est comme toujours dans les situations. Vous le voyez comment ce mouvement, ces nouveaux inquisiteurs, parce que vous parlez d'inquisition, pour revenir au titre de votre livre, il y a quand même beaucoup d'interdits. Bien sûr. Quand même, on a parlé du tri. Le tri sélectif, et ô combien sélectif. Ce qu'elle le dit, on m'a même dit, on m'a formé pour me dire la présomption d'innocence n'existe pas. Toi, en tant que membre d'un service d'ordre, si tu vois en manifestation, on te dit cet homme, par exemple, a fait quelque chose, tu l'exfiltres. Tu dois croire la victime, on te croit toujours. Il n'y a pas de justice. Et c'est ça aussi l'inquisition. C'est le fait qu'on se dise, on va justement condamner des gens parce qu'on a décidé qu'ils étaient racistes, parce qu'on a décidé qu'ils étaient homophobes, islamophobes, transphobes, tout ce que vous voulez, et par le principe même qu'on l'a décrété, et parce que d'autres nous l'ont dit. Et c'est cette inquisition-là que moi j'ai côtoyée, et celle à laquelle j'avais très peur, et qui n'a pas manqué d'arriver à la sortie du livre. Mais justement, ça veut dire qu'au fond, on vous disait, non, c'est intéressant, vous n'avez pas à vérifier par vous-même, celui-là, c'est le sceau de la famille, il faut le marquer d'une croix. Toujours, c'est ça, vous l'exfiltrez, vous le sortez de la manifestation, parce que la présomption d'innocence n'existe pas. On me l'a répété à plusieurs reprises pendant la formation. Ouais, c'est très très intéressant ça. La présomption d'innocence n'existe pas, on retrouve les sorcières de Salem. Exactement, les tribunaux populaires. Les tribunaux populaires, on retrouve, excusez-moi aussi, ce qui s'est passé dans certains camps de concentration, etc. Je veux dire, comparaison n'est pas raison, mais quand même, quoi. Cette exclusion de l'autre me paraît absolument... Au nom de l'inclusion. Au nom de l'inclusion, voilà. Exactement. J'exclus parce que j'inclus. Eh bien, tout à fait, c'est très bien résumé. Et c'est ça, cet extrémisme, justement. Ouais. En tout cas, Nora Bussini, merci pour ces nouveaux inquisiteurs. Je pense que vraiment lisez-le, lisez ce livre parce qu'il vous apprendra beaucoup de choses. Merci beaucoup Nora Bussini d'avoir été avec nous. Je rappelle ce livre disponible, Les Nouveaux Inquisiteurs, c'est publié chez Albin Michel.